comment les ânes apparurent en Haïti. Voici mon conte. Le matin des noces de son père avec une fort belle femme, un petit bout d'homme, pas plus haut que 3 sapotilles, balayait, ou plutôt proptait le devant de sa chaumière. Un esprit vient soudain se loger dans sa tête et lui dit: la future épouse de ton père est en vérité une ânesse. Il te faut lui astiquer les fesses avec un air de bœuf pour qu'elle rue et retrouve sa vraie nature. C'était une bien terrible révélation pour un petit bout d'homme pas plus haut que 3 citrons verts. Que faire? En parler à son père? Il hésite, réfléchit et chante tout en balayant. Ma poupée, oui, mais pour qui ma poupée, oui. Je nettoie, oh je nettoie, mais à quoi me sert-il de nettoyer? Mais surtout, à quoi lui sert-il d'en parler à son père, qui est devenu un morceau de sucre qui fond sous la langue de sa promise? Ma poupée, oui, mais pour qui ma poupée, oui, chante le petit bout d'homme en cachant la rigoise de son père sous sa vareuse. Au moment des réjouissances, les invités de la future épouse envahissent la cour et la maison. Ils sont plus nombreux que ceux du futur marié. Ils boivent, ils mangent, ils rient comme des boudets. C'est alors que le petit bout d'homme, pas plus haut que 3 pois tendres, se place derrière la mariée et vloup, lui astique les fesses avec le nerf de bœuf. Blagada! Instantanément, la mariée rue des 4 pattes et se transforme en ânesse. Le petit bout d'homme, devenu grand comme un mapou fromager, campé bravement au milieu des invités, lance avec autorité des coups de fouet sur les côtés. Devant, derrière, en haut, en bas, vlou, vla, flip. La réception n'est que braiement, hennissement, iho, blagada. Chaque coup de fouet sur les fesses d'un invité le transforme en âne. Toute cette belle compagnie de bourricots ne cherche qu'à fuir. On s'entrechoque, on se bouscule, on s'entrave dans un brouhaha cocasse. Lorsque dans un colossal nuage de poussière, tous les ânes eurent disparu, le petit bout d'homme et son père découvrirent, tapis dans un coin de la maison et tout penaud, un tout petit âne avec de toutes petites pattes qui ne lui avaient pas permis de fuir. C'est ce tout petit âne-là qui a peuplé l'île de tous les ânes qui depuis lors portent les fardeaux des paysans à travers les mornes d'Haïti. Jeannot, le cuisinier du roi. Au cours d'un repas qu'il partageait avec la reine, le roi Christophe racontait qu'il faisait très froid sur le mont La Ferrière, où il était allé ce matin-là superviser la construction de sa citadelle. « Il n'y fait pas froid du tout, mon roi, » dit Jeannot, le cuisinier, en s'immisçant tout de go dans la conversation. Si un homme reste là-haut toute la nuit, sans vêtements et sans aucune source de chaleur, il mourra de froid, affirma le roi. Oh non, car il n'y fait vraiment pas froid, insista Jeannot. Mais qui es-tu pour tenir ainsi tête à ton roi? Ce soir, tu iras au sommet du mont La Ferrière
et tu y resteras sans vêtements et sans feu jusqu'à l'aube. Si tu es vivant au lever du soleil, je te donnerai en récompense 100 hectares de terre cultivable. Mais si tu meurs, et c'est ce qui t'attend, on inscrira sur ta tombe « Sigi, l'idiot qui a tenu tête au roi Christophe ». Le soir même, 2 gardes accompagnèrent Jeannot au mont La Ferrière et l'amenèrent jusqu'à la tour la plus élevée de la citadelle. Jeannot ôta prestement ses vêtements en s'exclamant « Vous voyez qu'il ne fait pas du tout froid !» Jeannot se prit à grelotter dès que le soleil se coucha, dès que le vent souffla et qu'un épais brouillard s'abattit sur la citadelle. « Pourquoi trembles-tu donc ?» lui demandèrent les gardes. « Pour garder la chaleur, » répondit Jeannot. « Mais pourquoi tes dents font-elles ce bruit ?»« Pour rompre le silence, » dit Jeannot. « Mais pourquoi pleures-tu donc ?»« Je pleure la mort de ma mère, » chuchota Jeannot en se tapant les côtes. « Mais pourquoi fais-tu ainsi ?»« Tout comme mon coq, quand il se sent bien, » susurra Jeannot avant de perdre connaissance. Les gardes hissèrent son corps sur une jument et le ramenèrent au palais. « Ah !» fit le roi. « Voilà mon stupide cuisinier mort, comme je m'y attendais. »« Pas mort du tout ?» dit Jeannot en ouvrant les yeux. « Je me reposais. »« Pour vous dire la vérité, sire, il fait même chaud là-haut. Je passais mon temps à regarder les étoiles et je regardais aussi les lumières de votre palais de Sans Souci. »« Ah ! Ce sont donc les lumières des lampes à huile et des cheminées de Sans Souci qui te réchauffaient. Tu as triché, Jeannot, et pour cela tu as perdu ton pari. »« Sire mon roi, les lumières de votre palais de Sans Souci sont à des kilomètres de la citadelle. Comment peuvent-elles me réchauffer ?»« N'insiste pas, » fit le roi. « Tu n'as pas suivi les consignes. Tu n'auras pas tes 100 hectares de terre. Point, c'est tout. » Ce soir-là, le roi et la reine se mirent à table dans la grande salle à manger du palais de Sans Souci. Ils attendirent longtemps avant d'être servis. 1 fois, 2 fois, et encore une autre fois, Jeannot fit savoir au roi et à la reine que le dîner n'était pas prêt. De guerre lasse, le roi lui-même se rendit aux cuisines et à sa grande stupeur découvrit que la poêle qui contenait la viande crue se trouvait à une extrémité de la pièce, tandis qu'à l'autre extrémité de la pièce se trouvait le feu de charbon. Mais qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Comment la nourriture peut-elle cuire si elle n'est pas sur le feu, Jeannot? Patience, mon roi. La poêle n'est pas bien loin du feu. Si moi, depuis la citadelle, j'ai pu me réchauffer grâce aux lumières du palais de Sans Souci, c'est certain que les aliments cuiront à proximité du feu. Tu as gagné, Jeannot, tes 100 hectares de terre cultivable, dit le roi, en éclatant de rire. Et maintenant, mets ta poêle sur le feu. Nous avons faim, la reine et moi. Crapaud et Simbi. En ce temps-là, les crapauds vivaient dans les rivières et les sources avec les grenouilles et les poissons. Tous les animaux étaient heureux, 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 sauf le crapaud Mreizotte qui avait horreur du bruit et avait un grand amour de soi. Agacé de voir les animaux venir sans cesse boire à sa source, il profita un soir du sommeil de Simbi, la sirène de l'onde, pour lui voler la clé des eaux. En 2 vigoureux tours de clé, il verrouilla l'arrivée de l'eau et la source se tarit. Puis,
Il se cacha dans une trappe inaccessible. Plogotop, 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 de bon matin, Cheval arriva au guilleret. Tau, tau, tau. Qui est là? Qui est là? Demanda Crapaud. C'est Cheval qui demande un peu d'eau. Allez, Cheval, allez, la source a tari, répondit Crapaud. Plus d'eau, hennit tristement Cheval, qui repartit tête basse. Coquelicot! Coq-bataille, toujours aussi fanfaron, suivit Cheval de près en cocoricotant. Tau, tau, tau! Qui est là? Qui est là? C'est Coq-bataille qui demande un peu d'eau. Allez, Coq-bataille, allez, la source a tari. Plus d'eau! Chanta tristement Coq-bataille qui repartit pas fier du tout. Pitié tout, pitié tout. Madame Tourterelle avait du mal à avancer, car son mari tournait inlassablement autour d'elle. Tau, 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 qui est là? Qui est là? C'est Madame Tourterelle qui demande un peu d'eau. Allez, Madame Tourterelle, allez, la source a tari. Plus d'eau, roucoula tristement Madame Tourterelle en s'envolant. Simbi dormit longtemps, et lorsqu'elle se réveilla, elle courut prendre un bain de source. Une surprise l'attendait. Pas un bruit. De petits cailloux ronds et blonds entre des herbes sèches. Plus d'eau. C'est Crapaud qui a caché la clé des eaux, lui crièrent en chœur les animaux. Simbi ordonna à Crapaud de lui rendre la clé des eaux. Elle donna deux si vigoureux tours de clé que l'eau se répandit à nouveau à travers les roseaux et les cailloux ronds et blancs. Les cigales chantèrent, les animaux burent à satiété et firent plein de bébés. Simbi pardonna Crapaud, mais à une condition, qu'il ne remette plus jamais ses petites pattes dans les sources ou les rivières. C'est depuis ce jour-là qu'il n'y a plus de crapauds dans les rivières. L'homme au grand savoir et l'enfant. Meg savait, un homme au grand savoir, parcourait le pays, offrant 3 sacs d'or à celui qui lui poserait des énigmes qu'il n'arriverait pas à résoudre. Il tombe un jour sur un jeune garçon qui jouait devant la case de ses parents. « Papa n'est pas là, maman non plus, mais moi, je peux te poser des énigmes, » dit l'enfant. « Pas de problème, » répond Nexavé. « Mais où est donc ta mère? » Maman est allée chercher ce qu'elle n'a pas semé. Et ton père? Il est allé ouvrir un trou pour en boucher un autre, mais le trou reste bien. As-tu un frère? Et où est-il? Mon père a envoyé mon frère à la chasse en lui recommandant d'abandonner tout le gibier qu'il trouverait. Tout ce qu'il ne trouverait pas, il le ramènerait. Nexavé n'en croyait pas ses oreilles. Il en avait le bec cloué. Il remet les 3 sacs d'or à l'enfant qui, après les avoir mis à l'abri, lui propose de lui donner les réponses qu'il n'avait pas su trouver. « Tu m'as demandé où était ma mère. Elle est allée chercher ce qu'elle n'avait pas semé. »
Maman est une matrone qui aide les mères à mettre leurs petits au monde, mais qui n'est jamais présente lorsqu'elles les conçoivent. Et ton père? Papa est allé ouvrir un trou pour emboucher un autre, mais le trou reste béant. Il a été emprunter des sous pour rembourser quelqu'un, mais en vérité, il est toujours endetté. Ça, c'est bien vrai. Dis-moi, ton frère? Mon frère avait beaucoup de chic aux pieds. Alors papa l'a envoyé à la rivière pour s'en débarrasser, mais mon frère a rapporté toutes les chics qu'il n'avait pas vues. Voilà pourquoi papa lui avait recommandé d'abandonner tout le gibier qu'il trouverait et de ramener ce qu'il ne trouverait pas. Pour être fort, tu es fort, 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 en vérité, s'exclama Nexavé, qui réalisait que l'enfant était bien plus fort que lui en matière d'énigmes. Le soir, à leur retour, le père et la mère de l'enfant, en écoutant ses exploits et en découvrant les 3 sacs d'or, furent convaincus que leur plus grand bonheur n'était pas tant de posséder 3 sacs d'or, mais plutôt d'avoir un fils intelligent. La naissance de Brise-Montagne. Lorsque Brise-Montagne ouvrit les yeux pour la première fois et dit à sa mère qui le berçait: « Je ne suis pas un bébé, cesse de me bercer et pose-moi à terre. D'abord, pourquoi cette porte est-elle fermée? » « Pour que les maringouins ne rentrent pas dans la maison, mon fils, » glissa timidement la mère. Il arracha la porte de ses gonds et la lança au loin. Une fois dans la cour, il empoigna un oranger, le déracina et l'agita comme un éventail pour chasser les fameux moustiques maringouins. Un vent violent se déchaîna soudain et éteignit le charbon de bois sur lequel était posée la marmite de griots de cochon. Brise-Montagne prit la viande crue à pleine main et l'avala, glops! Il rôta, se cura les dents et entraîna sa mère dans une danse endiablée. Puis il tapa si fort sur le tambour de son père que le tambour se brisa en 1000 morceaux. Fou de colère, il cogna les murs de la maison qui s'écroulèrent. Il en avait assez. Il lui fallait prendre la route, quitter sa mère, vivre sa vie. Alors, il enfourcha l'âne de son père qui s'effondra sous son poids. Il enfourcha le cheval de son père qui s'effondra de même. D'un pas, il franchit un morne. D'un autre, il en franchit 2. Et lorsqu'il posait le pied sur une colline, il l'aplatissait comme une galette. Lorsqu'il tapait du pied, la terre se fondait et provoquait un glissement de terrain. Il s'immergea dans le lac Azuéi qui déborda et inonda les terres environnantes, emportant les pêcheurs, leurs nasses et leurs barques. Dans une des rues de Gonaïves, il tendit 2 peaux de vache à un cordonnier pour qu'il lui fasse une paire de sandales. Comme les sandales étaient trop petites, il acheta des sandales en fer qui sortaient de la forge. Pour se rafraîchir les pieds, il les trempa dans l'océan, ce qui provoqua une vague monstrueuse qui coula tous les bateaux du port. On l'entendit alors hurler en frappant son buste comme l'aurait fait Tarzan. « Ah ah, je suis le plus grand des grands nègres !» Juste à cet instant, un tout petit oiseau laissa tomber un tout petit grain de maïs sur le bout de son nez.
Brise-Montagne s'écroula sous le poids du choc, s'étala de tout son long bling-bang-dang, incapable de se relever. Son visage se décomposa et il éclata en sanglots.